Salut tout le monde! Bonjour, bienvenue au vernissage création de nouveaux médias de l'UCAT 2022. Nous sommes le deuxième projet à présenter et c'est la deuxième présentation de la journée. On est l'équipe Mighty Tusks et on a fait le jeu The Odyssey of the Mammoth qui est sorti sur Steam gratuitement le vendredi 4 mars. Donc je suis Pierre, j'étais directeur marketing sur le projet, puis je suis accompagné de Florence, directrice artistique, Charles, directeur créatif et Philippe, directeur technique. Je vais d'abord vous parler un petit peu de comment va se dérouler la session. Déjà, moi, je vais vous présenter un peu le projet dans les grandes lignes. Puis après, je passerai la parole à Charles et Florence qui vont un petit peu faire du back and forth pour vous parler du design et de la partie artistique du jeu. Et pendant tout ça, Philippe va jouer le jeu en background pour que vous puissiez profiter de l'expérience. On aura une session de questions-réponses à la fin, mais moi, je vais quand même checker la discussion pour pouvoir les poser en temps réel. J'ai un joli petit panneau questions pour interrompre mes camarades parce que j'adore l'attention. Ça me fait plaisir de les interrompre. Philippe, tu peux lancer la partie. Donc nous voici dans le niveau 1 et le tutoriel. Pour contextualiser, on a commencé la production de ce jeu en septembre 2021 à la rentrée. Donc on est une classe de 30 étudiants et on a été divisé en 6 équipes. Et on a donc proposé 6 concepts de jeu qui ont été éliminés deux par deux au fur et à mesure des semaines pour arriver sur le dernier projet, The Odyssey of the Mammoth. Pour contextualiser, donc Charles est arrivé et nous a dit haha, moi mon thème c'est défense, on fait un jeu sur les mammouths. Et on a tous dit ah ouais, trop bonne idée. Dans les faits, en fait, on a surtout été sélectionné sur la faisabilité des jeux et la capacité du jeu à donner une job à tout le monde dans la classe parce qu'on fait en fonction des spécialités de chaque étudiant, parce qu'on sait à peu près où on va se diriger dans l'industrie. Donc le temps de la pré-production puis des sélections, ça a duré à peu près jusqu'à novembre. Et en novembre, on a donc eu la victoire de la Odyssey of the Mammoth et les 30 étudiants de la cohorte se sont retrouvés tous sur le projet. On est constitué donc d'une quinzaine d'artistes, à peu près 5 intégrateurs et une dizaine de designers. Et on a aussi été donc couplé avec des étudiants de l'Université de Montréal pour tout ce qui est du son et des De effets la musique. sonores. Ouais, de la musique. On a fait des jolies présentations Facebook avec la photo de tout le monde. Vous pouvez aller voir si vous voulez voir les rôles des gens que vous connaissez, c'est fun. Pour vous parler un peu plus du jeu en détail, The Odyssey of the Mammoth, c'est un jeu qui prend place dans l'Holocène à la fin de l'ère glaciaire et on incarne une maman mammouth qui doit protéger son petit pendant leur périlleuse migration vers l'île Rangro. C'est l'île où on présume que c'est là où les mammouths se sont éteints d'après les connaissances qu'on a actuellement. Le jeu, c'est donc un mix entre une promenade dans des environnements très colorés, comme vous pouvez le voir dans le live, et une série de combats où on fait voler des hommes préhistoriques dans le décor. On est accompagné d'un narrateur très attachant qui vient donner donc quelques informations sur le contexte historique et qui nous accompagne tout au long de l'histoire. On a coupé le son du narrateur pour pas que ça nous dérange pendant la présentation, mais je vous invite à y jouer vous-même pour entendre la douce voix de Léo. Et on fait à peu près le tour de ce qui est des grandes lignes du jeu. Je vais passer la parole à Charles pour qu'il nous donne un peu plus de contexte sur comment est-ce que le jeu a été développé en termes de design. Merci beaucoup. Un peu pour faire du pouce sur ta blague de tantôt, oui, le thème qu'on avait c'était défense, et oui, ça renvoie aux défenses des mammouths, mais plus encore, le but du jeu, justement, c'est de protéger son petit dans l'ensemble du jeu.
Dans le fond, contrairement à la plupart des jeux qui vont proposer d'avoir une barre de vie collée à votre personnage, si vous avez plus de points de vie, vous mourrez. Dans notre jeu, la Mamamout que vous incarnez est littéralement immortelle. Elle peut avoir des attaques, subir des coups, mais ça changera rien. Elle va avoir un petit effet de stagger qu'on appelle, un petit mouvement de caméra, quelque chose, mais ça changera pas les issues du jeu. Ce qui change les issues du jeu, par contre, c'est la vie de Bébémout, qui lui a 3 points de vie qu'on voit en bas à gauche de l'écran. Et si ces 3 points de vie viennent qu'à disparaître, eh bien, le personnage a perdu, le joueur a perdu, pardon, il faut recommencer la partie. Alors, dans le thème de défense, c'est là qu'on est allé chercher cet aspect-là, de protéger le petit bébé mammouth. D'ailleurs, la phrase qui a un peu guidé tout notre design au cours du jeu, ça a été dans la migration, je protège ce qui m'est cher. Alors, c'est justement de se dire que on doit se promener d'un point A à un point B et protéger ce qui nous est cher pendant ce trajet-là. On veut également aussi faire vivre la fantaisie du joueur d'incarner une force de nature. Un mammouth, dans l'imaginaire collectif et naturellement dans la vraie vie, c'est un très gros animal, c'est très puissant, c'est massif, c'est fort, ça donne des coups puissants. Et on voulait que le joueur ait ce sentiment-là. De rendre le joueur immortel, d'ailleurs, amplifie justement ce phénomène-là parce que justement, on se sent plus fort que tout, on peut manger les attaques, ça ne nous fait rien. On est dans ce sentiment de puissance. Pour accentuer encore plus cette affaire-là, on a 3 attaques disponibles. L'attaque de base que vous avez tantôt, les coups à gauche, à droite pour faire revenir les ennemis. Le stomp qu'on voit là en ce moment, qui est probablement la meilleure illustration de puissance qu'on a dans le jeu, où est-ce que c'est une large attaque plus longue à charger, mais qui va faire bien plus de dégâts bien plus de dégâts. Couvrir une bien plus grande zone que l'attaque de base. Et finalement, dans quelques instants, vous allez voir la charge, qui est la dernière attaque qui est disponible aux joueurs. C'est justement une propulsion vers l'avant très rapide, où est-ce que tous les joueurs, les ennemis, pardon, revolent sur votre passage. Alors, 3 attaques qui permettent justement de varier le gameplay, de permettre d'utiliser la meilleure attaque au meilleur moment, puis aussi d'avoir une belle relation avec nos ennemis. Là, vous voyez la charge. D'avoir une belle relation avec nos ennemis, justement, qui a un petit système de roche-papier-ciseaux. Par exemple, vous allez voir bientôt les ennemis à la lance qui vont avoir une portée, mais eux, ça va être intéressant de faire la charge pour se rapprocher rapidement de ces ennemis-là. Contrairement, mettons, aux ennemis à la masse, ça va être plus intéressant d'utiliser l'attaque de base ou l'attaque le stop. Un des principaux défis qu'on a eu à relever dans le jeu, ça a été de rendre le concept intéressant. Je m'explique. En ayant le bébé derrière vous autres et que ce soit lui qui détermine vos conditions de vie ou de mort, les gamers un peu plus aguerris vont rapidement associer ça à une escort mission. Et les escort missions dans le jeu vidéo, ça n'a pas une bonne réputation parce que c'est rapidement une source de frustration pour le joueur parce que peu importe à quel point tu joues bien, si l'intelligence artificielle qui te suit meurt ou fait quelque chose de stupide, c'est elle qui va mourir et c'est toi qui vas être pénalisé pour ça. Fait que c'est rapidement très frustrant. Fait que, le défi, ça a été de faire ce genre de mission-là, mais que ça soit pas frustrant. Et ça passe en grande partie dans l'intelligence de Babymoot. De faire en sorte qu'il soit capable de. Ce qu'il fait, il le fait très bien et il se met pas en danger lui-même. Et c'est un défi que je trouve qu'on a très bien relevé parce que quand le joueur se perd une vie ou quoi que ce soit, c'est jamais vraiment à cause de Babymoot qui a fait une mauvaise action. Babymoot, en fonction, lui, il peut te suivre ou rester assis. Tu peux lui dire dépendamment si tu veux le placer une position stratégique, un peu comme ce que Philippe fait là en ce moment. Bon, là, il vient de se faire toucher, mais des fois, ça peut l'aider aussi de le laisser à des endroits plus tranquilles pendant que tu vas toi t'affronter le défi. Ou sinon, il va simplement te suivre pour finir le niveau avec toi, parce que justement, tu peux pas finir le jeu sans Behemoth, ça va de soi. Et ça a été un défi très bien réussi. L'intelligence artificielle aussi se passait dans la conception des ennemis, que c'est important qu'il y ait un bon comportement qui file quand même organique, sans pour autant être trop intelligent, parce que on avait fait le test avec des ennemis qui avaient des super patterns, puis qu'il y avait une belle prédiction de tout. Ça enlevait le plaisir du joueur de juste taper une rangée d'ennemis un peu inerte devant lui. On voulait quand même avoir ce plaisir-là, tout en ayant quand même une bonne dose de défi. Parce qu'un autre des gros défis qu'on avait dans le jeu, c'est d'arriver à atteindre notre public cible. Notre public cible, c'est pas tant les hardcore gamers, parce que si vous êtes un grand joueur, vous jouez à des jeux type Elden Ring, Dark Souls, vous allez trouver le jeu probablement très facile. Mais justement, le but, c'est qu'on puisse plaire un peu tout le monde, sans pour autant négliger le défi. Fait que notre jeu se fait quand même bien, plaît autant aux joueurs qui aiment un peu plus l'action avec les zones de combat, les joueurs qui aiment beaucoup la contemplation. Le jeu est très beau, on vous en parlera dans quelques instants, mais c'est un des points forts du jeu, d'après moi. Il est vraiment beau, on veut pouvoir profiter de cette scenery-là, tout en ayant quand même une bonne dose de défi, accessible à tous. Fait que sur cette belle passade, je te donne la parole, Florence, pour parler du art dans le jeu. Merci, Charles. Moi, je vais vous parler un petit peu plus de la direction artistique, vers quoi on s'est enligné,
comment ça s'est dessiné au travers du temps. Donc, direction artistique. On a voulu rendre le jeu accessible et remarquable avec un style artistique stylisé pour qu'on puisse tester des trucs, qu'on puisse mettre notre personnalité à l'intérieur du jeu, d'où pour le rendre attrayant, poétique et élégant. Notre inspiration première, ça a été Lost Ember, qui est un jeu qu'on a découvert durant la session de Moon Eye Studios. Donc, c'est d'aller chercher un peu le fantasy dans le côté réaliste de la chose avec des petits accents de couleurs, comme par exemple les arbres jaunes qu'on voit qui sont en contraste avec le ciel très turquoise, avec le vert de l'herbe qui est très, très doux. C'est ça, on voulait chercher vraiment le fantasy pour rendre le jeu vraiment beau, le fun, attrayant, pour que ça puisse plaire à tout le monde, comme Charles disait. On est allé chercher aussi ce petit oomph-là en allant chercher des VFX bien choisis, comme l'ongle de choc que vous avez vu qui est très impressionnante, le feu que vous allez voir plus tard qui est stylisé, une eau très scintillante, puis des petites lucioles pour indiquer les objets interactifs. Dans l'équipe d'artistes, on était 15 avec des styles différents et des spécialisations complémentaires. On avait 2 artistes de concept, 3 artistes de personnages, une animatrice, 5 artistes d'environnement, 2 textureurs et 2 level artists et un artiste de VFX. C'était un beau défi de tout harmoniser, tout ça, tous ces styles différents, toutes ces spécialisations-là, alors qu'on était en train de définir la signature visuelle du jeu. Mais c'est aussi ça qui a permis de rendre notre jeu aussi riche, je pense. Dans les 3 niveaux, on a voulu aller chercher des environnements différents, des ambiances différentes, très contrastées. Donc, on va avoir la steppe qu'on a déjà vue, la taïga qui s'en vient à l'instant et la toundra qu'on va voir plus tard. Dans la steppe, vous avez vu l'environnement préféré des mammouths qui est une steppe pleine de graminées parce que c'était ça que les mammouths aimaient manger, avec un début de réchauffement climatique, donc les arbres commencent à pousser. Là, ici, vous voyez, il y a une grande forêt. C'est vraiment pas l'environnement que les mammouths aimaient, dans lequel ils aimaient évoluer. Donc, c'est pour ça que là, il faut qu'on se rende plus haut dans le nord pour atteindre à nouveau de grandes plaines d'herbes pour que les mammouths puissent vivre en paix. Donc, je te laisse continuer, Charles. Avec plaisir. Tu parlais de l'équipe d'artistes. Je vais en profiter aussi pour glisser un mot sur les autres équipes qu'il y avait dans le jeu. L'équipe de design, justement, on était 4/5, parce que j'ai fait un peu aussi de level design dans l'équipe de level design, justement. Fait que le job, ça a été de définir qu'est-ce qu'on allait faire dans les niveaux, comment on allait placer tous les éléments, comment on allait faire les tutoriels pour que le joueur comprenne ce qui arrive devant lui. On avait le conception UX et CCC. Dans le fond, c'est de définir les systèmes de jeu. Fait que comment le personnage va filer, pourquoi il va filer comme ça, de quelle façon il va le faire. Le design narratif, qui bien sûr, ça a été la construction de l'histoire, de tous les dialogues du narrateur et de la progression dramatique de l'histoire, qui a été aussi d'ailleurs notre narrateur dans le jeu. Et finalement, design de système, qui est celui qui va décider un peu, qui est un peu à cheval avec la programmation, dans le fond, qui va décider comment les systèmes dans le jeu vont être programmés. On a besoin que les ennemis apparaissent, comment on va programmer ça dans le jeu, comment on va faire fonctionner ça, est-ce qu'on a besoin de points de spawner, est-ce qu'on a besoin d'activeurs, tout ça, c'est comme ça a été défini. Ça me permet de faire le pont vers l'équipe de programmation et intégrateur. Dans le fond, eux autres, leur job, ça a été de vraiment coder ce qu'il y a dans le jeu. Un jeu vidéo, c'est avant tout de l'électronique, fait qu'il faut quelqu'un pour le programmer. On avait notre équipe d'intelligence artificielle, 2 personnes qui étaient vraiment concentrées à faire les AI, ce que j'expliquais tantôt avec Behemoth et les ennemis. Et ensuite, le reste du jeu, on a eu l'intégration des sons, l'intégration de ma mammouth, l'intégration des ennemis, les différents systèmes de sauvegarde, le UI. Tout ça, ça a été accompli par nos 3 autres intégrateurs/programmeurs qui ont fait le travail. Je dis intégrateurs/programmeurs parce que officiellement dans le programme, ils sont le programme d'intégration, mais que dans les faits du projet, ils ont plus fait la programmation que l'intégration. Un écran de mort, comme ça on voit que le système de checkpoint fonctionne bien. Et finalement aussi, on a eu l'équipe de marketing avec notre ami Pierre justement qui était très fier de ça, qui a géré tout ce qui est de
Je dis la propagande, Promotion. c'est pas le bon mot. Promotion, merci beaucoup, du jeu, au travers des différents réseaux sociaux et des différentes applications. Et aussi l'équipe de gestion, on peut noter notamment Pierre-Olivier qui était notre producteur dans le jeu, la personne qui était en charge de nous dire si j'avais des bonnes idées, puis que si j'avais pas des bonnes idées, de les couper, entre autres, mais surtout de justement gérer les différentes équipes, gérer la proportion du projet et s'assurer que tout rentre bien dans les délais. Pour ce qui est du niveau 2, le niveau 2 est un peu syndrome, comme je disais à midi, de quelques problèmes qu'on a rencontrés au cours de la production. Parce que c'est sûr que quand on rentre dans un projet d'une grande envergure comme ça, avec 30 personnes, on essaie toujours de scoper du mieux possible, de prendre les meilleures décisions, de prendre le plus grand recul sur chacune des choix qu'on va faire. Mais des fois, il y a des imprévus qui arrivent, il y a des éléments qui prennent plus de temps que d'autres, des éléments qui passent moins bien dans les playtests que d'autres. Fait que il faut souvent arriver à changer l'orientation du jeu, faire des coupures ou quoi. Et le niveau 2 a su faire. Je peux prendre par exemple, on avait une mécanique additionnelle qui s'appelait le throw, qu'on pouvait prendre des objets et les lancer. Finalement, c'est une mécanique qu'on n'a pas réussi à faire filer assez bien comme on le voulait, qu'on avait de la difficulté à faire passer aux joueurs, qu'on avait de la difficulté à faire des niveaux intéressants avec. Fait qu'elle a été coupée. Le problème, c'est que le niveau 2 tournait beaucoup autour de cette mécanique-là. Alors, il a fallu, en plus dans le 2 tiers du projet, la moitié du projet, réorienter ce niveau-là pour lui donner une autre inspiration, une autre identité et justement, fait que refaire ça. Ça fait partie justement de la job de design, de faire des itérations, de faire des réécritures quand on en a besoin. Et le niveau 2 en fait partie de ces éléments-là. Je peux te laisser continuer, Florence, sur les spécificités artistiques. OK. Donc, pour rendre nos environnements vivants, étant donné que le temps et les ressources étaient quand même limités, on est allé pour quelques stratégies que vous pourrez regarder, vous pourrez remarquer dans l'environnement. On est allé avec un effet de vent dans la verdure pour qu'on sente qu'il y a tout le temps du mouvement, du vivant dans l'environnement. On est allé aussi chercher des particules qui flottent dans l'air, juste comme s'il y avait tout le temps quelque chose qui se passait, une petite feuille qui passe. On est allé mettre aussi du brouillard dans le lointain pour donner vraiment une impression de profondeur puis donner un sentiment d'immersion dans le jeu. Puis, vu qu'on est dans la taïga, on peut en parler un peu plus. La taïga, c'est la forêt boréale. Donc ça, c'est on peut dire l'évolution un peu de la steppe dans le temps. La steppe, après le réchauffement climatique, après la période glaciaire, il y a de grandes forêts qui se sont élevées là-dessus. Donc, ça serait un peu comment on pourrait imaginer cet environnement-là, avec des grandes forêts, beaucoup de feuillus, beaucoup de sapins aussi qui ont poussé. Donc, c'est l'environnement qu'on voulait aller chercher. Et aussi, pour donner un peu le sentiment d'urgence aux joueurs, on est allé chercher le coucher de soleil qui rappelle un peu aux joueurs que le temps presse pour les mammouths. Donc, c'est pour ça qu'on est allé pour cette ambiance-là. On est allé chercher aussi des couleurs un peu plus rosées, violacées, pour aller chercher l'ambiance un peu plus mystérieuse, un peu plus intrigante, pour contraster avec la steppe juste avant. Je vais parler aussi de l'aspect un peu linéaire du jeu. C'était pour toutes sortes de raisons d'aller chercher. On a décidé que notre jeu serait linéaire. Donc, ça serait plus facile de contrôler toute mécanique, le art et tout. Mais pour les artistes, c'était quand même un défi. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sente trop que c'était un jeu linéaire, qu'on avait des barrières à droite et à gauche. Donc, on est allé chercher aussi toutes sortes de stratégies, différentes façons d'empêcher le joueur d'aller trop explorer à l'extérieur, mais sans qu'il sente nécessairement qu'il y a des barrières et des murs à gauche et à droite. Aussi, on est allé, aspect recherche. On s'est assuré que dans notre jeu, comme c'est un jeu qui se veut inspirer de ce qui est réellement arrivé, on a fait des recherches pour être sûr que les petits détails qu'on ajouterait ici et là soient le plus authentiques possible. Par exemple, toutes les plantes que vous voyez, à la grande majorité, ont déjà existé ou existent encore. Par exemple, vous pourrez apercevoir des petits champignons, la morille, comme à gauche justement, là, les petits champignons avec des trous à l'intérieur. Tous les arbres aussi ont leur nom à eux. Le mélèze, l'épicéa, les graminées, toutes les graminées que vous avez vues aussi dans la steppe ont tous des noms. Puis c'est tout un petit détail qu'on voulait aller chercher. On y tenait. On y tenait à ce que ça soit authentique comme jeu. Aussi, les baies en bas à gauche que vous voyez dans le UI qui représentent les vies de notre bébé mout, ce sont des cloudberries. On a découvert ça par les recherches en français qui sont des plaques-bières. C'est une baie qui pousse dans un environnement plus froid, plus frais
Et ces baies existent encore d'ailleurs. Aussi, par exemple, là, vous voyez des habitations. On est allé faire des recherches, voir à quoi les habitations pouvaient ressembler. Parce que c'est pas tous les chercheurs, tous les scientifiques qui s'entendent sur à quoi ressemblaient réellement les hommes des cavernes à ce moment-là. Il y a toutes sortes de bouts d'histoire qui ont été un peu perdus dans le temps ou qui n'ont pas été retrouvés. Et du mieux qu'on peut, on est allé rendre ça le plus authentique possible. Donc, les habitations de peau, de bois, d'os, on le sait, ça a déjà existé. Aussi, les peintures, on est allé voir des peintures qui ont été trouvées dans des grottes partout en Europe, en Espagne, en France. On s'est inspiré de ces peintures-là, puis on a ajouté un petit peu notre personnalité à l'intérieur. Je vais te laisser continuer, Charles, pour peut-être parler un peu de la grotte. Si Oui, tout à fait. tu avais des trucs à dire là-dessus. Oui, ben oui, tout à fait. La grotte, justement, qu'on est en train de voir là, fait partie d'un des éléments du jeu. Je parlais tantôt on voulait faire plaisir aux joueurs qui aimaient le type un peu action, où est-ce qu'on a de la bataille, des combats et tout. Mais on voulait aussi faire plaisir aux personnes qui, justement, aiment la préhistoire, à défaut d'un meilleur mot, comment on pourrait dire, de la scenery, le paysage, l'environnement, de prendre justement le temps de marcher un peu à la Walking Simulator. Et la grotte en fait partie. Justement, c'est une partie qu'on voulait absolument mettre dans le jeu. Déjà parce que dans l'univers préhistorique, Mammouth, tout, on va souvent penser aux grottes, aux hommes de cavernes, au cave painting. Et justement, on voulait avoir un moment dans le jeu où est-ce que on pouvait juste se reposer et profiter de ça. On a eu un petit combat à l'entrée pour un peu dynamiser le tout, puis rappeler quand même la zone de combat. Mais justement, là, ici, on a la scène de végétation intérieure avec le puits de lumière. On va avoir une autre scène avec les cave paintings de Wrangell Island. Pour justement profiter de ça. Tout au long du jeu, on a voulu mettre ce qu'on appelle les moments wow, un peu, pour justement justifier ces moments plus tranquilles-là d'observation et de contemplation-là. C'était d'ailleurs un de nos défis qu'on s'était donné, qu'il y ait au moins 3 moments wow par niveau pour que le joueur... récompenser le joueur entre les différents combats, lui donner l'envie de continuer de marcher et d'explorer un peu partout dans notre jeu. Sinon, pour revenir aussi, ce que je disais, le côté authentique qu'on voulait vraiment scientifiquement correct. Notre animatrice, qui était une grande amoureuse des animaux, de toute la préhistoire et tout, elle nous a appris que les mammouths ne galopent pas, ils trottent. Donc, vous pourrez remarquer que notre mammouth trotte. Et aussi, elle nous a appris, fait cocasse, que les bébés éléphants têtent leur trompe. Donc, notre bébé mammouth, la prochaine fois qu'il va s'asseoir, vous remarquerez, il tête sa trompe comme un bébé éléphant le ferait. Donc, c'est ce genre de petits détails-là qu'on voulait ajouter à notre jeu pour montrer qu'on a fait nos recherches, puis qu'on est fiers de ça, qu'on est content des petits détails qui rendent ça vraiment le fun comme jeu. Ça a été, oui, justement, faire le pont entre le jeu vidéo et la science. Dans le fond, fait que oui, notre jeu, il est le fun, puis oui, quand tu tapes des humains, c'est sûr que les mammouths n'étaient pas reconnus pour dépecer des villages d'humains, mais ça, c'est la partie jeu vidéo. Mais que tout ça soit inspiré vraiment de côté scientifique et réel. Il y a plusieurs informations que le narrateur va dire aussi qui va contribuer un peu à ça. Wrangell Island, ce qui est probablement très méconnu du public, mais qui est effectivement l'endroit qui était le dernier point où est-ce qu'on a connu les mammouths, qui était un peu la source d'inspiration, l'idée de base qui a mené à la création du jeu, en fait, parler de Wrangell Island, puis un peu faire découvrir cet univers-là à un plus grand public. Et justement, on a 3 niveaux. On voulait avoir justement 3 environnements différents, une progression linéaire de plus en plus justement difficile, avec des défis différents, des mécaniques un peu différentes, qui aboutiraient vers justement une espèce de petite progression justement jusqu'au niveau 3 qui est l'agglomération de tous ces facteurs-là dans ce qu'on peut donner de plus extrême, entre guillemets. Et c'est pas mal ça. Je sais qu'on voulait pas nécessairement trop montrer. On va vous montrer un peu du level 3 pour vous montrer l'environnement, un peu le type de défis qu'on va pouvoir rencontrer. Mais on n'ira pas jusqu'à la fin du jeu pour vous laisser la surprise et vous laisser surtout le plaisir de découvrir la fin du jeu par vous-même en y jouant. Mais on peut quand même parler un peu du art, si tu veux, du level 3, Florence. Oui. Donc, je vais vous laisser au moins avoir le premier regard sur le niveau. Et on va pas tarder à enchaîner sur les crédits puisqu'on est dans les temps assez short. Oui, ça sera pas long, je vais avoir 2-3 minutes, là, juste parler de la toundra qu'on a faite. On est allé chercher une ambiance de nuit juste pour
le clou final, le clou du spectacle, annonçait aussi que c'est la fin du périple, donc la nuit qui est à la fin d'un cycle d'une journée. Puis on est allé chercher aussi, encore une fois, un petit détail spécial dans ce niveau-là. Vous remarquerez, la neige se tape quand on marche dessus. Même les défenses, pardon, ils ramassent la neige. On a un gros coup de cœur aussi pour les aurores boréales qui font, à notre avis, qui couronnent la scène. Puis qui rendent le niveau mémorable. Oui, il y a une question. Question, est-ce que je suis mute? Non, je suis pas mute. Est-ce que ça a été compliqué de faire les animations? Difficile de faire marcher un mammouth aujourd'hui, plus de trompes à gérer. Alors, je sais pas si Florence a assez pour parler de ça, ou est-ce que Caroline, qui est dans le chat, peut répondre directement par texte, parce que c'est elle qui a été lead animatrice et seule animatrice de tout le bazar. Oui, vous êtes chanceux, vous avez l'animatrice dans le chat en ce moment. Ben, je peux peut-être répondre un peu là, de ce que moi de ce que j'ai vu du travail. Oui, c'était de la job d'animer un mammouth. Il a fallu faire plusieurs itérations sur les animations, de plus en plus les peaufiner, les reprendre. Il y avait à chaque fois un petit détail qu'il fallait retoucher. Puis aussi, il y a certaines techniques au fur et à mesure de la session qui ont été connues ou enseignées par des mentors. Par exemple, la respiration, c'est une animation en tant que telle. La trompe, c'est une autre animation. Puis après ça, il y avait façon de les combiner ensemble pour rendre ça très, très organique. Une autre question, Pierre? Alors déjà, on va pouvoir lancer les crédits pour être dans nos temps. Et on a une deuxième question, c'est comment est-ce qu'on a fait pour créer autant de décors, de régions et de parcours en un temps aussi limité? Une des façons de travailler pour faire ça, c'est travailler avec comment on appelle ça? Des kits modulaires. Donc, le plus possible, d'aller chercher des assets, des objets qui vont être utilisés le plus, qui vont pouvoir être réutilisés dans tous les niveaux le plus possible. Par exemple, nos arbres, il y a des arbres qui sont là dans les 3 niveaux. Donc, on avait juste besoin de changer un petit peu la couleur par-dessus. Sinon, les roches, c'est tout le temps c'est une collection de roches qu'on avait, mais qu'on réutilisait tout le temps, qu'on resizait un peu, qu'on grossissait, rapetissait, tournait. C'est beaucoup de la réutilisation. C'est ça qui nous permet d'être aussi efficace, de créer toutes sortes d'environnements différents. Autre question. Est-ce qu'on a été influencé par des jeux vidéo et des œuvres? Alors, on l'a mentionné au début, mais tu peux peut-être le rappeler pour l'influence du visuel du jeu. Quelles c'était nos principales influences? Oui, c'est Lost Ember de Moon Eye Studios. C'est en gros, là, on joue un loup qui se promène dans une plaine, qui doit découvrir, je pense, une ancienne vie qu'il a vécue. C'est une réincarnation. Puis ça, c'est beaucoup le jeu qui nous a influencés de par les environnements très larges avec beaucoup la végétation, les petits VFX très, très bien choisis, les petits accents de couleurs, les petites particules qui flottent. Voilà, c'était l'inspiration première pour notre jeu. Parfait. Est-ce qu'on n'en avait pas une deuxième aussi qui venait se plugger avec? Non, on était pas mal resté sur Lost Ember. Lost Ember, mais il y a un petit peu Ghibli qui s'est rajouté après. C'est ça. L'aspect un peu aquarelle, peinture, très élégant de tout ça. Et ben, je pense qu'on a pas mal clos. Et n'hésitez pas à vous lâcher sur les questions là maintenant, puisque il nous reste à peu près un peu moins de 5 minutes. Et on reste à votre disposition. En attendant, j'en profite pour faire mon petit tour marketing. Alors, le jeu est disponible sur Steam gratuitement. N'hésitez pas à aller le télécharger et le jouer. On a une page Facebook sur laquelle on a eu quelques informations. Vous pouvez suivre. On a eu des trailers, des teasers, des bloopers, des machins en heures. Et puisqu'on est la deuxième présentation, vous pouvez vous inviter à la troisième présentation de projet CNM qui va avoir lieu le 22 mars. Ce sera la première du film d'animation A Lost Child. Ce sera aussi à 12h et 18h, si je ne me trompe pas. Ça, c'est la cour de Soyez cinéma. nombreux. C'est ça, soyez nombreux. Et pour terminer, on peut dire qu'aujourd'hui, on a sorti une mise à jour de notre jeu, une patch, qui corrige certains petits bugs et aussi on a ajouté le jeu en français. Parce que quand on l'a sorti vendredi passé, c'était vendredi passé? Oui. On l'a sorti uniquement en anglais par manque de temps et de ressources, mais là, on a pris quand même quelques jours pour le sortir en français.
pour tous les sous-titres, tous les menus et tout ça. J'ai une série de 3 questions. Si, si. Dont une qui a été répondue dans le chat. Merci Héloïse. Avez-vous créé les animations pour toutes les plantes à chaque feuille? Parce que c'est très souple et il y a beaucoup de mouvements dans nos environnements. Là, encore là, il y a des Ouais. petits trucs qu'on peut Ouais. prendre. C'est notre artiste technique qui nous a montré ça, qu'on peut animer, ça va être difficile à dire, on peut animer la couleur sur les objets. Puis c'est un calcul mathématique qui est appliqué sur la couleur, qui fait en sorte que ça fait danser. Donc non, c'est pas animé à la main. Une bonne chance. Fait qu'on a pu ajouter ce calcul mathématique-là sur toutes les plantes pour qu'ils dansent de la même façon, avec la même amplitude. Et voilà, des petits trucs comme ça en jeu vidéo pour accélérer le processus. Et la dernière question, je pense, c'est à quel point avez-vous mis des efforts à propos de l'interaction entre les mammouths et les objets du décor? Je pense que ce sera une question qui sera peut-être plus dirigée vers Charles. Oui, tout à fait. À la base, on voulait avoir des décors humains justement pour vraiment ancrer dans l'univers puis donner une raison crédible aux humains d'être là et de justement avoir des campements et tout. Et quand on les a mis dans le jeu, les premiers réflexes qu'on a tous eu, et en playtest et en jouant, c'est de vouloir taper dessus pour les faire péter. Et on s'est dit, ah oui, on peut faire ça. On a fait des recherches, on a trouvé comment, et on a intégré ça dans le fond, le système de briser les objets humains. Et c'est devenu une partie qu'on trouvait très importante à avoir dans le jeu, tellement qu'on en a mis, on en a créé une mécanique. Je disais tantôt que c'était important de justement savoir si on a besoin de couper des choses ou si on a besoin de réorienter le projet. Ça fait partie des réorientations du projet qu'on a eu. On a rajouté une autre mécanique où est-ce que les humains pouvaient apparaître depuis les tentes, certaines tentes avec la porte ouverte et les grandes défenses, pour qu'on puisse bien les différencier. Et justement, ça, c'est des spawners infinis qui vont faire apparaître des ennemis tant que les maisons sont encore là. Ce qui va influencer le joueur à. Ben, ils vont en fait demander au joueur de les briser, puis va l'encourager à briser les autres trucs aussi. Et c'est toujours satisfaisant de voir revoler en éclats les maisons avec le petit bruit qui vient avec et tout. Fait que souvent, on en a mis un peu partout dans le niveau pour l'habiller, mais la majorité du temps, les joueurs apprécient vraiment juste de faire le détour pour aller briser tout comme un Godzilla dans une métropole et s'amuser avec ça. On a une dernière petite question qui a été semi-répondue. Avons-nous des Easter eggs? La réponse c'est il faut jouer pour savoir, mais oui. Et ensuite, question aussi, y aura-t-il un DLC avec des nouveaux personnages comme un tigre, un paresseux et un écureuil? Petit malin. Petite référence à l'ère de glace. On se demande bien si l'easter egg est à propos. En tout cas, merci à tous de nous avoir accompagnés. On va s'arrêter là, sauf s'il y a des questions qui pop pendant les remerciements. C'était notre dernière présentation, elle sera disponible en replay sur YouTube. On était très heureux d'être là avec vous et on vous remercie d'avoir assisté à la présentation et d'avoir posé vos questions. Rendez-vous le 22 mars pour la première du film d'animation de la cohorte cinéma de l'UQAT. Puis en attendant, vous pouvez aller télécharger le jeu et jouer vous aussi. Cherchez l'easter egg! On a clos.